Bonjour à tous, nous sommes le 19 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Et on va commencer à monter à bord de certains bateaux en tête qui sont dans les Élysées. D'ailleurs, je reviens du pont et c'est pour ça que j'ai besoin du ciré, hein, je suis rincé, ça bombarde. Donc regardons ça. Alors, sur les dernières 24 heures, l'intégralité des bateaux de tête sont passés en dehors des alizés. C'est encore un petit peu difficile pour Benjamin Dutreux qui fait une moyenne de 9 nœuds seulement sur la dernière heure. Et Jean Le Cam, lui, est plutôt à 14-15 nœuds, donc il est plutôt sorti, je pense. Ou en tout cas, il doit être vraiment à la limite. C'était l'avantage de passer plus à l'ouest. En fait, c'était de sortir du poteau noir un peu plus rapidement. Et on voit bien la différence maintenant. C'est juste étant plus proche de la zone active du poteau noir, hein, en fait, le poteau noir est très actif, on le voit ici, plus à l'est, et plus on s'éloigne, plus on passe à l'ouest, et moins il est grand et plus il est fin. Et donc c'était un peu l'inconvénient, c'était faire plus de route, partir à l'ouest et aller plus vite. C'est le pari qu'a fait Jean Le Cam. Et là, c'est maintenant qui fait la différence et je m'attends à ce que dans le classement de demain matin, quand vous regarderez la vidéo, vous avez des chances de voir Jean Le Cam devant Benjamin Dutreux, ou en tout cas clairement plus au nord. Devant en classement, on va voir, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. En termes de changement de position, il n'y a pas énormément de changements. Alors, au pointage, on voit que Apivia a creusé l'avance sur Louis Burton. On va voir ça aussi. Donc, le pointage est utilisé par rapport à, je pense, en France directement. Le point est utilisé par rapport à la distance de la destination. C'est les Sables d'Olonne. Donc, ça favorise ceux qui sont à l'est. On a appris la grande nouvelle, je pense, d'aujourd'hui. C'est vraiment la nouvelle de Yannick Bestaven qui explique qu'il a eu cassé en sortie juste au sud du Cap Horn. Dans une grosse tempête où il marchait vraiment très vite pour essayer de se maintenir à l'avant du front. Il a cassé des enrouleurs à l'avant qui sont utilisés pour les voiles d'avant les plus grandes et qui lui permettent d'avancer vite dans des conditions de vent faibles et qu'ils ne ont pas eu donc pour toute la remontée de l'Atlantique Sud. Je crois que c'est à peu près ça qu'il a dit. Et donc ça explique exactement pourquoi il s'est fait rattraper autant durant la remontée de l'Atlantique Sud où il y a eu de grandes zones de faible vent. Il n'avait pas un bateau à 100%. Il lui manquait ses grandes voiles d'avant. Et donc, ça explique aussi pourquoi il a eu du mal à passer le poteau noir. Il a eu plus de mal que d'autres. Et c'est pour ces mêmes raisons. Il est sorti, il avance à 20 nœuds de moyenne sur une heure. Là, il est vraiment à fond. Il a pris une option plus nord que d'autres. Il a il a pris une option très nord. Oui, c'est ça. On voit sa courbe là comme ça qui est remontée vers l'est et puis il a zigzagué et il est monté vraiment très nord ici. Ça va lui donner un petit avantage. On va voir. Donc tout n'est pas perdu. Surtout que on va comparer maintenant les routages d'hier par rapport aux positions des bateaux. Ah oui, juste avant, Yannick Bestaven a dit qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour la fin parce que la météo annonçait c'est beaucoup de vent. Dans les alizés, il ne devrait pas être pénalisé et ensuite il devrait atterrir utiliser des fortes dépressions pour atterrir en France. Donc je pense que son message était vraiment je sais pas si je vais gagner, c'est pas très sûr quoi. Je pense qu'il a de faibles chances de gagner, mais pas de grandes chances de gagner. Et par contre, ça explique beaucoup qu'est-ce qui s'est passé. Je dois avouer qu'avec le passage du poteau noir qui a été fait de manière plus difficile encore que Charlie Dalin et ses autres concurrents de ce point de vue-là, je commençais à me demander s'il était simplement moins bon dans ces zones-là. Je pensais simplement que son bateau est cassé. Alors, si on compare les routages d'hier par rapport à la position d'aujourd'hui, on voit que, donc ça c'est le routage de Bureau Vallée 2 d'hier. Et Bureau Vallée 2 a très bien marché, il est en avance sur son routage de pas mal, 4 heures. Apivia est en avance un petit peu, de 2 heures. Et par contre, à l'arrière, on voit le plus gros ralentissement, c'est Boris Herman, qui lui manque 6 heures sur son routage, il a vraiment ralenti. C'est un peu surprenant, surtout qu'il est pas mal sorti du poteau noir. Je vais se demander s'il n'a pas des problèmes dans son bateau. Maître Coq, lui, où est-ce qu'il est Maître Coq? Il est ici, son isochrone est ici. Il est pas très loin de son isochrone, un petit peu derrière, sachant qu'il était juste en sortie du poteau noir, c'est pas mal. Et d'ailleurs, on voit la différence, par exemple, Elias Wickham est un peu en retard sur son routage. Donc de ce point de vue-là, les bateaux je dirais, à l'avant ont plutôt mieux marché et à l'arrière ont plutôt moins bien marché dans ce groupe de tête. Donc ici, vous voyez, j'ai routé les deux premiers, Bureau Vallée 2 et Apivia.
Et malgré leur faible différence en termes nord-sud, en fait, ils sont à peu près sur la même latitude. On voit que les deux routes sont assez différentes, avec une grande différence en longitude, notamment ici où il y a environ 170 000 entre les deux bateaux sur la route optimale. Donc, grosso modo, nous avons, et en plus, avec ici une autre drôle de figure ici en losange. Donc, on va regarder ça en détail. Donc durant les deux jours et demi, 3 jours et demi je crois prochains, on va les deux bateaux, enfin toute la flotte en fait de tête va progresser dans les alizés à bon train et va en progresser rapidement. Et puis ensuite, nous avons cette zone-ci dont nous avions parlé un petit peu hier, qui est entre les alizés et le train de dépression du Nord, qui va être propice un petit peu à des rapprochements vu que les vents seront un peu plus instables. Et justement là où Maître Coq a priori aura peut-être un peu plus de difficultés, pour Yannick Bestaven, des vents plus faibles, et donc avec ses problèmes de gêne d'enrouleur, il aura plus de difficultés à tenir le train. Donc je m'attendrai à ce qu'il choisisse une route peut-être un peu différente, qui lui permettra de minimiser le temps passé, quitte à faire un peu plus de distance dans cette zone-là. Alors ensuite, on voit que l'avantage de prendre une route extrêmement ouest, c'est qu'on peut profiter de ce bras de cette dépression-là pendant plus longtemps. Ça fait plus de route, mais on va prendre plus de vent plus longtemps. Et sinon, la route est plus courte ici, mais il y a moins de vent. C'est pour ça qu'il y a deux options. Et elles sont sensiblement équivalentes. En fait, on voit que les écarts sont extrêmement faibles ici, calculés avec la même polaire entre les deux bateaux. Nous avons 1 heure ou 1 heure et demie entre les deux bateaux. Avec un avantage en fait pour Bureau Vallée 2 annoncé. C'est pour ça que le classement, le pointage tel qu'il est fait maintenant est un peu trompeur. On voit Apilia avec 80 000 d'avance quasiment sur Bureau Vallée 2, mais en réalité ils sont vraiment au coude à coude d'après les modèles météo. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'analyse. Ensuite, nous allons avoir deux options que les deux bateaux vont pouvoir choisir, hein, étant donné qu'ils seront ici au point de croisement à peu près au même moment. Ils vont pouvoir choisir de soit prendre une route un petit peu plus directe et avec un peu moins de vent, ou rallonger un petit peu pour aller chercher plutôt cette dépression ici qui apportera des forts vents et vont pousser tous les bateaux vers la côte de la France. Sachant que a priori pour le moment il devrait être assez sud pour éviter le pire des vents, et donc et on voit que ce système météo devrait persister pendant longtemps, donc a priori tous les bateaux de tête devraient en profiter. Donc c'est un peu le tunnel qui est proposé ici. Je vais vous montrer un peu les autres bateaux. Une des choses qu'on avait vues hier, c'était que avec Boris Herrmann, avec ses 6 heures de compensation, était en tête du classement virtuellement. Ça n'est plus le cas. Hein. Ça fait 2 jours qu'il marche moins bien que sa polaire et que Bureau Vallée 2 bat sa polaire. Et donc si on regarde, voici Bureau Vallée 2 ici. Alors j'utilise mon doigt moi pour me repérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien maintenant, Boris Herrmann est largement derrière Bureau Vallée 2 et Apivia même. Et puis si on en rajoute 4 heures pour ajouter pour 1, 2, 3, 4 pour Maître Coq, on voit que clairement pour le moment Yannick Bestaven est assez loin de la tête. Bon, c'est le passage du poteau noir a pas vraiment favorisé ceux qui étaient derrière. Par contre, si on regarde la suite, on va accélérer un petit peu le mouvement. Si on regarde la suite, on voit que une fois qu'on aura passé le poteau noir, pardon, les alizés, on voit que pour le moment, il y a quand même un avantage pour Maître Coq pour prendre la route plus courte. Alors c'est un peu tôt pour faire cette prévision à ce niveau-là, mais on peut voir que les écarts entre Sea Explorer, Boris Herrmann, pardon, et Maître Coq devraient se réduire à peau de chagrin, ce qui permettrait à Yannick Bestaven de prendre l'avance, hein, devant Boris Herrmann. Par contre, en tête, il manque pas mal. Hein. Si on fait un jump de 12 heures, par exemple, on peut voir vite fait. On sera un peu derrière encore, alors qu'il est de qualité de 10 heures. Donc, pour le moment, ça s'annonce pas très bien pour être en tête, pour gagner. C'est un peu, je pense, juste le sens de son message lorsqu'il a annoncé qu'il avait des dommages intérêts importants. Donc ça, c'est pas mal pour le groupe de tête. Dernière chose que je voulais montrer, on peut voir que tous les bateaux du groupe, bon j'ai pas tous les bateaux là, mais j'ai ajouté Yes Wickham en blanc par exemple, sont vraiment dans ce tunnel ici qui est assez grand, et tous les bateaux vont suivre ça et vont se resserrer beaucoup pour se retrouver proche de l'arrivée, un peu au nord de la pointe espagnole. Donc ça c'est vraiment le tunnel dans lequel les bateaux vont naviguer, un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest, et puis le classement va changer assez rapidement et on sera un peu plus clair au niveau du classement lorsqu'ils auront tous viré plein est pour aller vers la France. À ce niveau-là, on va se retrouver à nouveau avec des bateaux qui sont à la queue leu et un nouveau classement qui fera plus de sens d'abord avec ce qui est fait aujourd'hui, et puis surtout, on sera vraiment proche de l'arrivée à ce moment-là, on aura une petite idée de quand ils arriveront.
Un petit mot sur Armel Tripon qui n'a pas repris tellement de distance, même on a perdu légèrement sur Maxime Sorel qui se défend bien, qui a trouvé des bons vents aussi, qui va passer l'équateur, qui a déjà passé probablement à l'heure où j'enregistre au prochain classement. Donc là c'est à suivre, ça s'annonce un petit peu plus compliqué pour Armel Tripon, ceci dit, une fois les alizés de l'hémisphère nord arrivés, attrapés, il devrait pas mal faire de terrain encore sur Maxime Sorel. On verra un peu plus tard et on fera le point après le poteau noir, je pense. C'est là qu'on verra vraiment comment ça va jouer pour la 10e place. Ici, en milieu de terrain, donc, on voit la différence entre, par exemple, un bateau d'ancienne génération d'Arnaud Boissière et Charal, à quel point ils étaient ensemble vraiment au passage de Cap Horn, même un peu plus loin que le passage de Cap Horn. Et là, à la remontée de l'Atlantique, on voit à quel point Jérémy Veillou a mis une grosse distance. Et on voit qu'ils sont sur le même bord, mais avec un gros avantage quand même pour Charal. Toujours impressionnant de voir à quel point, d'une génération à l'autre, les générations nouvelles font quand même nettement plus vite que les anciens bateaux, particulièrement quand on regarde des bateaux qui sont peut-être navigués un peu différemment que ceux qui sont sur la tête. Et puis, finalement, Pipa arrive maintenant à faire bonne route vers le nord. Elle fait une route directe. C'est celle qui fait le meilleur VMG de tout le groupe de tous ces bateaux-là. Même si elle est en retrait par rapport à devant, donc elle est en train de rattraper un petit peu en termes de milles, même si elle sera positionnée beaucoup plus à l'ouest, qui est pas forcément très avantageux dans la suite. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble le routage de ces bateaux-là, parce que c'est une bataille qui me semble intéressante. En fonction des jours, c'est un petit peu... la 17e place est en danger par Tam Foshen, Stéphane Le Diraison rattrape beaucoup Pipe A. Puis le jour d'après, la météo change ou un bateau va plus lentement que prévu et on se retrouve avec l'inverse. Et donc, sur la mise à jour d'aujourd'hui, la route calculée par Medallia ressemble pas mal à ce qu'on avait fait hier. Aujourd'hui, Pipe A fait une route un peu plus directement vers le nord, mais bon, elle est dans son couloir qui est calculé par l'isochrone. On voit que l'isochrone de Pipe A est quand même assez plat à cet endroit-là. Donc elle est située là. L'objectif c'est de voir donc dans les jours qui viennent, ceux qui sont derrière ici vont avoir beaucoup de mal avec cet anticyclone ici. Donc là on parle de vraiment demain et après-demain, donc dans les 48 heures qui vont se dérouler, de très faibles vents à l'arrière, donc ça va creuser l'écart avec ceux qui sont devant ici, et Pipar et la Micaline, et puis la fabrique aussi à la Drora, vont pouvoir faire des bons milles et faire une grande séparation. On rappelle que il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même beaucoup d'écart, et que c'était un grand rattrapage qu'a fait Stéphane Diraison et Didac Costa. Par contre, un peu plus tard, donc c'est un peu moins précis, c'est un peu l'inverse qui va se passer. Il y aura une petite zone de dépression qui va pousser ces bateaux à l'arrière, qui vont les faire rattraper ceux de devant. Donc là, on va se retrouver avec, à mon avis, des choses intéressantes du point de vue de navigateur. Ils vont pouvoir s'échanger un petit peu, peut-être pas les places, mais en tout cas, il va y avoir des gros effets d'accordéon et donc des opportunités vraiment importantes entre les différents bateaux. Pour le moment, il n'y a pas énormément plus à dire, je pense. La remontée va être compliquée pour tout le monde, comme ça a été le cas pour ceux de tête. Et donc, comme on avait dit il y a 2-3 jours maintenant, ce groupe de bateaux va se resserrer un petit peu. Même si, a priori, dans les modèles, les bateaux de la Micaline, par exemple, devraient s'en sortir un petit peu mieux, grâce à un positionnement plus nord et plus est surtout. Donc c'est ça un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.